Bienvenue dans le débat. Il est consacré au Proche-Orient. Une page se tourne-t-elle avec l'accord de trêve à Gaza conclu entre Israël et le Hamas, avec les médiations du Qatar, de l'Égypte et bien sûr des États-Unis. Une première phase de 6 semaines devrait démarrer dimanche avec un arrêt des combats dans l'enclave palestinienne et une libération progressive de 33 otages. Une difficulté, l'accord n'a pas encore été ratifié par le gouvernement israélien. Le bureau de Benjamin Netanyahou affirme que le Hamas est revenu sur certains points de l'accord, ce qui est démenti par le Hamas. En attendant, l'armée israélienne a frappé 50 cibles à Gaza ces dernières 24 heures. Alors, aussitôt annoncé, le cessez-le-feu est-il déjà fragile? On va revenir en tout cas sur cet accord. Que contient-il? Comment pourrait-il être mis en œuvre? Quels sont les obstacles? On va revenir aussi sur les réactions internationales. Va-t-on vers la fin de la guerre? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Alain Rosanquier. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous êtes président de La Paix Maintenant. Nous avons en face de vous Agnès Levallois. Bonsoir. Vice-présidente de l'IREMO, Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient et spécialiste du Moyen-Orient, bien sûr. Avec nous, Shirley Sidbon ce soir. Bonsoir, Shirley. Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste aussi du conflit au Proche-Orient. Et puis, nous avons en studio, en direct de New York, John Rick MacArthur, directeur de Harper Magazine. Bonsoir, John Rick. La une, d'ailleurs, du Harper. Bonsoir. Le Harper, je rappelle, c'est un magazine mensuel. On va regarder la une tout de suite du dernier numéro. Bon, alors voilà, Ghost Music, voilà. Ça c'est Harper Magazine. Bienvenue. Oui. Le cessez-le-feu à Gaza a entraîné donc d'abord des réactions de soulagement, mais aussi des réactions de prudence. On fait un point en image avec Luc Lacroix. Ofer Calderon, Ohad Yahalomi. Ils sont franco-israéliens, détenus depuis 15 mois par le Hamas à Gaza. Avec la trêve annoncée hier soir pour la famille d'Ofer Calderon, l'espoir timide d'une libération prochaine. Mes sentiments sont partagés. Je ressens de la joie mêlée à une terrible anxiété à l'idée que cela se produise vraiment ou pas. Selon l'accord, 33 otages sur les 94 toujours détenus à Gaza doivent être libérés dans un premier temps. En priorité, les femmes, les enfants, les plus de 50 ans et les blessés. Personne, nulle part, n'a d'informations, et les informations les plus importantes, c'est quels otages sont effectivement vivants. L'autre incertitude, c'est dans quel état vont-ils entrer? Et on se doute bien qu'entre 15 mois de privation enfermés dans les tunnels, on a vu déjà les dégâts sur les otages libérés au bout de 2 mois. Incertitude aussi sur l'accord lui-même. Appel négocié au Qatar sera-t-il appliqué? Ce matin, Israël reproche au Hamas des demandes de dernière minute. Nous avons un peu peur que quelque chose se produise soudainement et que l'accord tombe à l'eau. À Gaza, la liesse hier soir à l'annonce d'une trêve. Une joie qui n'a été que de courte durée. Quelques heures plus tard, nouveau bombardement de l'armée israélienne sur la bande de Gaza. Après l'annonce du cessez-le-feu, alors que les gens faisaient la fête joyeusement, un immeuble de 5 étages abritant plus de 50 personnes a été pris pour cible. Selon un bilan du ministère de la Santé du Hamas à Gaza, 81 personnes ont perdu la vie au cours des dernières 24 heures. Direction tout de suite à Jérusalem, où on retrouve Claire Duhamel, qui est d'ailleurs, il me semble, à Tel Aviv et non pas à Jérusalem, au sein d'une manifestation contre... Vous êtes à Jérusalem? Jérusalem, donc, et vous êtes au sein d'une manifestation anti l'accord de trêve. C'est ça, Claire? Oui, exactement. C'est la fin de la manifestation. Vous pouvez voir derrière moi qu'il y a encore un petit peu de gens qui quittent la zone. Les gens qui sont venus ici sont venus protester contre cet accord qu'ils jugent trop favorable au Hamas. Il y avait pas mal de monde il y a 1 heure encore. Il y avait par exemple de jeunes gens d'extrême droite qui avaient les mains rouges de sang et qui disaient qu'Israël a du sang sur les mains, le sang de ses soldats. Et c'est une façon aussi indirecte de s'opposer au fait que des prisonniers palestiniens soient libérés
des prisons israéliennes, puisque c'est l'une des clauses de l'accord contre la libération des otages. Les gens ici me disent qu'ils ont l'impression que cette guerre a été faite pour rien. J'ai rencontré la mère d'un jeune soldat qui a été tué à Gaza en novembre 2023, qui m'a dit qu'elle ressentait que la mort de son fils était vaine face à ce qu'il considère être un accord à la défaveur d'Israël. Alors cette opinion, il n'est bien sûr pas celui de tous les Israéliens. Il y a aussi beaucoup de gens qui saluent cet accord de cessez-le-feu et la libération des otages, notamment évidemment les familles de ces otages et leurs proches. Claire, que se passe-t-il au sein du cabinet de Benyamin Netanyahou? Le vote de ratification de l'accord a été reporté à demain, c'est ça qu'on entend dans les médias. Oui, on a suivi ça toute la journée. Le cabinet de sécurité israélien devait techniquement se réunir aujourd'hui, puis l'accord devait être voté très proche d'ici au Parlement israélien. Or, le bureau du Premier ministre a dit que le Hamas imposait des conditions dernière minute, cherchait à obtenir l'accord qui lui était le plus favorable possible. Ça a été immédiatement démenti par le Hamas, mais cela a permis à Israël de repousser un petit peu le vote. C'est aussi ce qui explique la colère des gens ici, puisque l'extrême droite en profite pour dire que cet accord est à la défaveur d'Israël et qu'il faut prendre du temps. Mais on a appris tout à l'heure que finalement au Qatar, le Hamas et Israël se sont mis d'accord. L'accord est bien là et la réunion du cabinet de sécurité aura lieu dès demain. Et c'est à ce moment-là qu'Israël votera et que ça sera officiel ici, un accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Merci Claire. Claire Duhamel, donc en direct de Jérusalem. Alain Rosanquet, est-ce qu'il pourrait ne pas être ratifié cet accord demain au cabinet de Benyamin Netanyahou, ou est-ce qu'il a suffisamment d'appui? Il y a effectivement les menaces de son ministre d'extrême droite, Ben Gvir, mais a priori, qu'en pensez-vous? Vous êtes inquiet? Inquiet de toutes les façons, on ne peut que l'être vu la situation et le fait qu'effectivement ce n'est pas un accord qui apporte une solution à tous les problèmes, loin s'en faut. On sait qu'au Moyen-Orient tout est possible, y compris l'impossible. Ceci étant, il est peu probable qu'un accord qui a été ratifié, entre guillemets, à la fois par Trump, par Biden, par le Qatar, ils ont dû prendre leurs précautions, que cet accord, donc maintenant, tombe à l'eau. Ils ont la possibilité de tordre le bras aussi bien à Netanyahou pour qu'il accepte cet accord qu'obliger le Qatar à l'accepter. Donc ça me semble peu probable. On se demande pourquoi alors ça prend autant de temps, ces tractations. Parce qu'il y a des jeux de rôle. Netanyahou est dans une situation difficile. Il est obligé d'accepter un accord qui aurait pu être entériné il y a cela plusieurs mois, depuis le mois de mai-juin, puisque cet accord reprend dans les grandes lignes la proposition de Biden. Il est attaqué sur sa droite et donc il a tout intérêt à montrer que jusqu'au dernier moment, il ne plie pas devant le Hamas, il résiste, et donc que cet accord est un accord solide et qu'à lui, on ne fait pas. Et le Hamas essaye jusqu'au dernier moment de montrer il a une responsabilité énorme dans les destructions qui ont frappé Gaza, dans les morts de milliers de personnes, et donc il veut à tout prix transformer cet accord comme une victoire, et chaque avancée possible qu'il peut obtenir jusqu'à la dernière minute, il entend la faire fructifier. Donc chacun gonfle les muscles, mais au dernier moment, demain, il y aura sans doute la réunion de cabinet, puis la réunion du gouvernement, parce que c'est pas un accord qui passe devant le Parlement. Et lundi, il y aura dimanche, il y aura dimanche, ça devrait démarrer dimanche justement. Oui, et dimanche, il y aura probablement le début de l'accord avec la libération des 3 premières otages. Hein, c'est ça en fait. Ça serait dimanche. Agnès Levallois, votre analyse, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ça marche? Ça marche parce que Donald Trump a quand même eu des propos très, très clairs en disant qu'il fallait absolument qu'un accord soit signé avant qu'il soit investi lundi prochain, et que Netanyahou ne va pas prendre le risque de rentrer en confrontation avec Trump. Parce qu'il en a évidemment besoin pour la suite. Que je pense qu'on est effectivement dans un jeu de rôle en ce moment. Alors ça paraît dramatique, hein, vu l'enjeu quand même de cet accord et la libération des otages israéliens retenus par le Hamas en particulier. Mais Netanyahou a besoin de donner des gages à l'extrême droite, qui a déjà déclaré, ses 2 ministres, qu'ils ne signeraient pas cet accord. Je ne crois pas que pour autant ils quitteront la coalition parce qu'ils ont trop d'avantages à y être quoi qu'il arrive, mais il y a besoin donc de manifester. Vous pensez que Ben Gvir pourrait rester?
Oui, je pense, parce au que... final. Alors moi, j'ai une autre analyse dans la continuité de cela, c'est que je pense que Netanyahou aussi leur a donné des gages obtenus par Trump vis-à-vis de la Cisjordanie, et que donc la Cisjordanie, à mon avis, est bien plus importante pour ces deux ministres, Ben Gvir et Smotrich, que ne l'est la bande de Gaza. Donc eux sont obligés de dire qu'ils sont contre cet accord parce qu'ils l'ont toujours dit. Donc il y a ce jeu entre Netanyahou et l'extrême droite, mais je ne vois pas Netanyahou prendre le risque de faire capoter cet accord à la veille de l'investiture de Trump, alors que Trump a été très clair sur le fait que cet accord devait être signé parce que ça doit être une victoire pour lui. Donc je crois que tout ce qu'on entend là depuis quelques heures est simplement effectivement ce qu'on voit traditionnellement d'ailleurs à la veille de toute signature d'accord. Chacun essaye d'avancer son pion ou de montrer qu'il n'a pas tout accepté ou qu'il n'a pas accepté n'importe quoi pour pouvoir se justifier auprès des siens. Mais je crois fondamentalement que cet accord sera signé, et je le répète, parce que Netanyahou ne peut pas prendre le risque de mettre Donald Trump en difficulté, alors qu'il a déjà dit que c'était une grande victoire pour lui. Et le Hamas n'a pas les moyens aujourd'hui, affaibli comme il est, de remettre cet accord en jeu. Alors là, on voit ces images. Cette fois, c'était des images en direct de Tel Aviv, de soutien, enfin des familles justement des otages qui, elles, soutiennent l'accord, contrairement à la manifestation précédente à Jérusalem. Donc là, on les voit, ces familles d'otages. Shirley, parce qu'il faut rappeler effectivement que la population israélienne est divisée quand même sur les termes de cet accord. Pourquoi ? Oui, et parmi ceux qui s'opposent à l'accord, il n'y a pas seulement les gens très à droite qui pensent que c'est, selon eux, mauvais parce qu'ils veulent que la guerre continue contre le Hamas, mais il y a également ceux dont les proches sont retenus en otage et qui ne pourraient être libérés que dans la deuxième phase. Et eux, ils auraient aimé que l'accord soit conclu dès maintenant, que tous les termes de l'accord soient bien finalisés au départ pour être certain que ça aille jusqu'au bout et que leurs proches soient vraiment libérés. Là, on a un accord qui va être négocié au fur et à mesure. Dans quelques jours, la deuxième phase commencera à être débattue. On a quelques grandes lignes, mais déjà, on a entendu les Israéliens notamment remettre en question ces grandes lignes. Oui, parce que 3 phases, pour résumer, 3 étapes, 33 otages au final qui devraient être libérés, mais ça serait 3 otages par semaine, 42 jours pour la première phase, et la deuxième phase sera négociée pendant la mise en œuvre de la première phase. C'est complexe. Exactement. Dans la première phase, il y a donc les 33 premiers, d'abord les vivants et ensuite les morts, a priori, s'il y en a, on verra. Et puis après, au bout de 2 semaines à peu près, ils vont commencer à négocier la suite et les retraits. Et puis il y a aussi l'une des questions qui divise, c'est l'identité des prisonniers palestiniens qui vont être libérés en échange des otages. Ça, c'est encore débattu, justement. C'est débattu. Mais comme vous dites, souvent, c'est des jeux très cyniques où chacun parle très fort. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Ben Gvir, il y a quelques jours, disait qu'il avait très fièrement qu'il avait torpillé des accords qui étaient là présentés dans les mois passés. Comme ça, il peut dire à ses électeurs, à ses soutiens, j'ai déjà fait tout ça pour vous. Maintenant, bon, c'est passé malgré moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai déjà accompli tellement, dit-il. Donc vraiment des jeux extrêmement cyniques entre tous les acteurs de tous les côtés, évidemment. Des jeux de rôle, des jeux cyniques. John Rick MacArthur, on parle beaucoup de l'effet Trump depuis hier. En même temps, on peut dire que les équipes de l'administration Biden et celles de l'administration Trump, Steve Witkoff, l'émissaire de Trump, et Brett McGurk, l'émissaire de Biden, ont travaillé vraiment ensemble. Et pourtant, et d'ailleurs Biden revendique aussi cette victoire hier, mais il y a eu un effet Trump. Je ne suis pas du tout convaincu que c'est une trêve. Je suis convaincu que c'est un leurre et que tout ça a été orchestré pour aider Biden, pour que Biden puisse annoncer la trêve au début de son discours d'adieu hier soir, qui a complètement disparu. Ça a rebondi contre lui parce que ça ne l'a pas aidé du tout. C'est même pas à la une, son discours d'adieu. Mais c'est lui qui voulait à tout prix qu'il y ait une trêve pour que lui, il annonce la trêve. Il était très clair dans son discours que c'est moi, c'est mon équipe qui a tout négocié, etc. Il n'a même pas mentionné Trump. Et pourtant, on a l'impression que c'est l'effet Trump. Il a intérêt qu'il n'y ait pas de tuerie le jour de l'investiture. Mais ce n'est pas lui qui va contrôler la situation. Alors, c'est les Israéliens
qui vont décider. Et jusqu'à présent, on a l'impression que la tuerie s'accélère. Ah oui. Déjà 80 morts. C'est extraordinaire. On annonce une trêve, un cessez-le-feu. Et déjà, il y a 80 cadavres de plus. C'est absolument hallucinant. Mais moi, je suis convaincu que c'était un triomphe de communication pour l'équipe Biden qui a plus ou moins raté sa cible. Ah oui, c'est ce que vous pensez. Vous pouvez réagir peut-être, Alain Rosanquet, là-dessus? Trump en retire quand même des avantages. Il va pouvoir rejouer le jeu que Reagan avait joué. Souvenez-vous qu'après son investiture, quelques heures après son investiture, il obtenait la libération des otages américains à Téhéran. Là, quelque part, il y a un remake. Les Américains sont spécialisés dans les remakes des films. Donc là, il y a un remake qui se fait. Et Biden, il n'a pas cité le nom de Trump, mais il a parlé des équipes du président qui sort et du président qui rentre. Bon, il y a quand même... Trump a quand même aussi beaucoup de choses à gagner. Si déjà, avant même qu'il soit rentré en fonction, il obtient un certain nombre de choses qu'il avait dit qu'il voudrait obtenir et qu'il était nécessaire d'obtenir, il les obtient avant même d'entrer en fonction. Vous voyez, qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir une fois que je serai en fonction. Donc je pense que, évidemment, Biden voulait communiquer là-dessus. C'était une façon de terminer son mandat sur une victoire. Mais Trump est également gagnant dans l'opération. Et Netanyahou sait que c'est pas sûr que la notion de... Il va y avoir un enfer, ça concerne uniquement le Hamas. Cet enfer peut aussi s'abattre sur Netanyahou et je pense qu'il en a conscience. Oui, pourquoi? Parce que c'est la brutalité finalement de Donald Trump, son imprévisibilité qui marque dans ce cas. Ou est-ce qu'il y avait quand même une conjonction, enfin une sorte de constellation, un Hamas affaibli, peut-être un Benjamin Netanyahou. Il y a eu aussi un certain nombre de morts de soldats israéliens récemment, donc c'est quand même compliqué. Est-ce qu'un ensemble de raisons qui ont fait que tout d'un coup, c'est pas juste Trump, c'était un petit peu le coup d'éclat final. Oui, bien sûr que le fait que Trump soit investi le 20 janvier avec les déclarations qu'il a faites ont accéléré. Mais comme vous le dites, il y a eu quand même un faisceau. Ces négociations durent maintenant depuis des mois et des mois. Combien de fois Blinken, le secrétaire d'État américain, nous a dit qu'on était à 2 doigts d'un accord et finalement il ne se passait rien. On fait référence à l'accord du mois de mai. Celui-ci est très proche de ce qui avait été négocié au mois de mai. Les familles des otages quand même qui étaient de plus en plus exaspéré à juste titre avec le sentiment que Netanyahou n'a jamais fait ce qu'il devait faire pour obtenir véritablement la libération de ses otages. Des opérations militaires, effectivement, la recrudescence des opérations militaires dans la bande de Gaza ces dernières semaines et ces derniers jours a été absolument terrifiante, avec des pertes de soldats israéliens. Et Netanyahou n'était plus en mesure de dire quels étaient les buts de guerre dans la bande de Gaza. La bande de Gaza est ravagée et détruite complètement. Lui, il parlait d'éradication du Hamas. Oui, mais on sait très bien que ça n'a aucun sens de parler d'éradication du Hamas. On peut éradiquer les infrastructures du Hamas. Tous les responsables du Hamas ont été éliminés, mais de parler de l'éradication, ça ne veut évidemment rien dire. Donc je pense qu'il avait aussi de plus en plus de mal à justifier la poursuite de la guerre, alors que tout le monde s'interrogeait sur les fameux objectifs de guerre une fois que tous les responsables avaient été tués et que l'ensemble quand même des infrastructures avait été mis à mal. Donc il y avait un momentum là. Oui, et puis on peut ajouter à tout ce que vous avez dit tout à l'heure le fait que l'armée elle-même, les responsables militaires qui n'ont pas vraiment le droit, ils exécutent normalement ce que le gouvernement leur dit, eh bien, de nombreuses fois on dit nous avons complété notre mission. Quand est-ce qu'on peut sortir? À de nombreuses reprises, sans parler même d'anciens responsables qui l'ont dit à de nombreuses reprises, et même l'ancien ministre de la Défense, ancien chef d'état-major Ya'alon qui avait dit que Israël, l'extrême droite essaye de faire pousser d'autres objectifs de nettoyage ethnique. Il a parlé des menaces pour la suite en disant que vraiment il fallait mettre à terme à cette guerre. Dans cet accord, il y a justement la possibilité, en tout cas la promesse de faire rentrer des camions humanitaires. On parle de 600 camions humanitaires. L'aide humanitaire est cruciale à Gaza. On fait un point en image avec Anna Pereira. Le cessez-le-feu annoncé à partir de dimanche est une lueur d'espoir pour les Gazaouis. En plus de la trêve tant attendue, l'accord inclut la promesse de 600 camions humanitaires par jour. C'est plus que ce qui a été envoyé dans la bande de Gaza depuis le début du mois de janvier. Les véhicules sont parqués le long de la frontière égyptienne alors que le point de passage de Rafah s'apprête à rouvrir.
Nous sommes heureux de franchir la frontière. Et grâce à Dieu, Gaza sera bénie et nous serons bénis, ainsi que l'Égypte et les personnes qui recevront l'aide. Nous sommes ici depuis longtemps. Nous attendons qu'il nous autorise à passer. Les provisions comprennent de la nourriture et des céréales, mais aussi des sanitaires mobiles, puisque 90% de la population a été déplacée et beaucoup vivent dans des tentes sans installation d'hygiène adéquate. Les dégâts causés sur le réseau d'assainissement et les établissements de santé, cumulés au surpeuplement des camps de déplacés, ont entraîné la propagation de maladies. Et les pénuries alimentaires sont devenues chroniques. Au cours des 2 derniers mois, nous avons apporté moins d'aide à la population. En termes de chiffres, c'est plus ou moins la même chose, mais les rations étaient réduites. La situation est désespérée et il y a des zones à Gaza que nous n'avons pas pu atteindre. Nos demandes de déplacement ont été rejetées et c'est pourquoi nous plaidons pour pouvoir circuler librement entre le nord et le sud afin d'aider toutes ces personnes. À plusieurs reprises, les forces israéliennes ont refusé de faciliter la circulation des ONG dans la bande de Gaza. Et comme la majorité des convois d'aide arrivent par le point de passage de Kerem Shalom au sud, peu de ressources atteignent les villes du nord. Ces zones sont au bord de la famine et le seul hôpital restant, Al-Aouda, est également confronté à de graves pénuries de carburant et de matériel. Agnès Levallois, ça fait vraiment partie des conditions de l'accord, ça, justement oui. De faire rentrer, alors d'après ce qu'on dit, 600 camions d'aide humanitaire par jour, ça serait ça à peu près le ratio? Oui, c'est le ratio, parce que ce que l'on sait, c'est qu'avant les attaques du 7 octobre, et donc avant que le blocus soit renforcé autour de la bande de Gaza, il fallait au minimum 500 à 600 camions par jour pour que le minimum rentre dans la bande de Gaza. Tous ces derniers mois, on était très très en deçà de ce chiffre, puisqu'on a parlé de 30-40 camions par jour dans le meilleur des cas, ce qui veut dire donc que la situation humanitaire est absolument catastrophique, qu'aujourd'hui il y a des nouveau-nés qui meurent de faim parce qu'il y a la famine dans la bande de Gaza, que les médicaments ne rentrent pas. Et donc l'exigence effectivement dans la négociation de la part du Hamas, c'était de permettre à nouveau l'entrée de ces convois humanitaires afin de permettre de délivrer cette aide non seulement en nourriture mais également en médicaments dont la bande de Gaza a grandement besoin. Il est évident que la situation est catastrophique à Gaza et que c'est un désastre matériel et une tragédie humaine sans nom qui s'y joue. Ceci étant, il y a quand même eu plusieurs centaines de camions qui sont rentrés et qui rentraient. Ça a été 200, 300. Il est certain qu'il y a un problème. On comprend que le Hamas veuille qu'il y ait plus de camions qui rentrent. La question qui se pose, c'est aussi quel est le rôle du Hamas dans la distribution de cette aide. On sait qu'il y a eu des centaines de camions qui ont été bloqués au point de passage parce que de l'autre côté, ils ne pouvaient pas les faire rentrer. On sait que le Hamas s'est approprié une partie de cette aide internationale, qu'elle l'a gardée pour elle ou qu'elle a revendue. Mais là, justement, qui va gérer ces aides humanitaires? Ça fait partie, je pense, des choses qui doivent encore être négociées. Il faudrait régler de façon à s'assurer que cette aide internationale, aussi insuffisante soit-elle, en tous les cas, parvienne aux destinataires, à ceux qui en ont véritablement besoin, et non pas ceux qui essaient de l'utiliser pour maintenir leur pouvoir et leur emprise sur une population dont ils portent la responsabilité du désastre qui l'attaque. Agnès Levallois, sur l'organisation. C'est vrai que vous savez qu'Israël est rentré en guerre contre l'UNRWA, qui est l'agence de l'ONU qui, normalement, s'occupe justement de délivrer cette aide humanitaire dont la bande de Gaza a grandement besoin. Et donc Israël ne veut plus que l'UNRWA joue ce rôle. Et le fait d'avoir éliminé, si je puis dire, l'acteur le plus à même de s'occuper de la distribution de l'aide humanitaire provoque effectivement des scènes soit de chaos, soit permet des scènes de pillage telles qu'on en a vu, parce que toute la structure de distribution de l'aide humanitaire a été complètement cassée par Israël, qui n'a de cesse que de dire que l'UNRWA n'a aucune légitimité à continuer. Mais du coup, comment vont-ils remplacer l'UNRWA dans la distribution, justement, dans le cadre de cet accord? C'est bien toute la question, parce qu'on a vu Israël vouloir mettre en avant en fait des entrepreneurs privés pour distribuer l'aide humanitaire, mais tout cela, évidemment, est sujet aussi à des rapports de force, à savoir lequel est à même, et que de se priver de tous ces humanitaires qui ont la connaissance du terrain et qui savent comment distribuer cette aide humanitaire, a conduit à la situation dont vous parliez, qui est effectivement tout à fait juste, où il y a eu des dérives terribles, mais qui sont dues à cette décision d'Israël de complètement discréditer le rôle de l'UNRWA et ses capacités à pouvoir gérer la situation sur le terrain. Il est vrai également que ce discrédit qu'Israël a voulu faire porter sur l'UNRWA, l'UNRWA en a
porte aussi une partie de la responsabilité parce que le Hamas a infiltré l'UNRWA. Il y a une utilisation de l'UNRWA aussi bien dans sa partie éducationnelle que dans sa partie des soins, des hôpitaux qui étaient portés. Et donc l'UNRWA n'a pas su ou n'a pas voulu faire le ménage en son sein, et ce qui a en tous les cas permis ces critiques et elle s'est donné tous les moyens pour effectivement se faire mettre de côté. Il y a d'ailleurs un certain nombre de pays qui ont décidé d'arrêter au moins pendant un certain temps leur contribution à l'UNRWA jusqu'à ce que le ménage alors du coup, sur l'aide humanitaire, il y a d'autres organisations internationales et humanitaires qui distribuent également maintenant. Et il faut savoir qu'avant, beaucoup d'aides aussi ne pouvaient pas être distribuées parce qu'il y avait tous ces bombardements, toute cette violence. Et maintenant, les humanitaires vont pouvoir faire le travail et acheminer les limites. Sans l'UNRWA, donc, ça c'est... Le nombre d'heures où ils pouvaient travailler, ces humanitaires, n'était absolument pas suffisant. Alors même maintenant, s'il y a une trêve, ça ne sera pas assez pour les gens qui manquent de tant de choses. Mais au moins, l'amplitude horaire va s'amplifier. Ils vont être plus nombreux sur place. Ils vont pouvoir acheminer cette aide de façon bien plus importante. John Rick, vous vouliez réagir? Je vais poser une question sérieuse. Qui sera le garant de cette augmentation d'aide internationale humanitaire? C'est pas le Hamas, c'est pas les États-Unis, c'est pas Joe Biden et c'est surtout pas Trump. Ça sera les Israéliens, l'armée israélienne qui va décider jour à jour combien de convois seront permis d'entrer dans Gaza. Et c'est eux qui vont fouiller dans les camions pour voir s'il y a des espions, des agents d'Hamas, etc. Alors ça sera complètement décidé, entièrement décidé par les Israéliens. Il n'y a pas de levier de l'autre côté, à part les otages. Les otages. Moi, je voudrais juste ajouter un mot sur l'UNRWA. C'est pas une trêve. C'est pas fait. Il n'y a pas de négociation. Je voudrais juste ajouter quand même un mot sur l'UNRWA, parce qu'après toutes les critiques qu'il y a eu sur l'agence, il y a quand même eu un rapport qui a été remis et qui a été dirigé par l'ancienne ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, et qui a quand même reconnu et qui a dit à la lumière de ce travail d'enquête qui a été fait que l'UNRWA avait pris beaucoup plus de mesures que bien d'autres agences de l'ONU pour justement contrer toutes ces critiques selon lesquelles le Hamas avait infiltré, et c'est pas parce que 10 employés sur des milliers d'employés qui auraient été associés de près ou de loin à l'attaque, qu'il faut jeter le discrédit sur toute une association qui fait un travail absolument indispensable simplement pour la survie de la population. C'était juste une petite... Elle a d'ailleurs dit après le rapport que la presse a mal couvert le rapport, que ce n'était pas le sujet. Elle n'a pas fait une enquête sur l'acte, sur les faits qui ont été reprochés par Israël. Donc elle a dit c'est pas ça, mais en effet le rapport dit juste en surface qu'il y a en effet des soucis, mais que l'UNRWA est nécessaire pour aider tous les Palestiniens. Mais elle dit que c'était pas l'objet, ils sont pas allés au fond, qu'il y a un autre rapport qui est en cours de fabrication et qui n'est pas, le sien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'UNRWA. Juste pour qu'on avance. Oui, on avance, parce que justement, sur ce qu'a négocié Israël du côté du couloir de Philadelphie, parce qu'on sait que c'était vraiment, pour le coup, un désaccord de Benjamin Netanyahou d'en sortir. Là, manifestement, il y aurait peut-être, vous pouvez peut-être le confirmer, c'est-à-dire que les Israéliens pourraient se retirer en partie de ce corridor de Philadelphie qui se trouve donc à la frontière égyptienne. Ça fait partie, effectivement, de ce qui est en discussion. En tous les cas, Israël devrait se retirer, s'éloigner du corridor de Philadelphie, alors que donc ça, c'est une concession importante de la part de Netanyahou. C'est une concession importante, oui, importante par rapport au discours et à l'utilisation qu'il a fait du corridor de Philadelphie, qu'il a fait germer au mois de mai-juin, alors qu'il n'en était pas question. Et soudain, il s'est rappelé que c'était quelque chose d'absolument essentiel, alors que pendant plusieurs mois, ça ne faisait pas l'objet des négociations. Ça a été un des moyens qu'il a utilisé pour torpiller des possibilités d'accord. Maintenant, le fait qu'il accepte de s'en retirer, quelque part, ça montre bien l'utilisation, l'instrumentalisation du corridor de Philadelphie qui a été fait. Il y a des désaccords là-dessus, c'est-à-dire il y a une partie de l'establishment militaire qui considère qu'effectivement
on a les moyens, qu'Israël a les moyens de se retirer et d'assurer une surveillance sans être à proximité, d'autres non. Mais par rapport au convoi, je voulais juste dire que normalement, il va y avoir une délégation de l'Union européenne qui doit se rendre sur place. Et il est évident que dans le cadre de l'accord, Israël n'aura pas la main mise. Il y aura des moyens d'information pour savoir combien de camions sont rentrés, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il devient de cette aide alimentaire. On voit à quel point l'application quand même est extrêmement complexe, que tout doit être encore négocié sur un nombre de points. C'est une des raisons pour laquelle la population est très inquiète, parce que déjà le premier accord du mois de novembre a montré que la première phase a été respectée, puis après l'accord a capoté et qu'il n'y avait pas une seconde phase. Et c'est donc une des raisons pour lesquelles la population craint que cet accord ne tienne pas les 3 phases qui sont prévues, et que donc il y a une partie des otages qui paye le prix de l'échec qui interviendrait à la fin de la première période, comme ça s'est passé au mois de novembre. En tout cas, les réactions internationales, tout le monde, de manière unanime, a salué cet accord. On va écouter Anthony Blinken, donc le chef de la diplomatie américaine, qui s'est exprimé aujourd'hui. Oui, je suis confiant que le cessez-le-feu aura bien lieu, comme prévu dimanche. Ce n'est pas surprenant que lors de négociations aussi difficiles que celle-ci, qu'il y ait quelques détails à régler. Et c'est ce que nous faisons. John Rick, vous l'avez entendu, Anthony Blinken, lui, il est sûr que ça va marcher. Okay. C'est vraiment à pleurer, on ne peut pas dire, attendez, parce que c'est... John Rick, on ne peut pas dire que Joe Biden... Ce Blinken n'arrête pas de dire des conneries et de mentir. Mais pourquoi vous dites ça, John Rick? Pourquoi vous dites ça? Qui est l'intermédiaire dans une négociation et une trêve? Il faut avoir un intermédiaire, des garants. Par exemple, des troupes onusiennes qui s'installeraient pour garantir que les convois soient permis d'entrer dans Gaza, par exemple. Il n'y a rien, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie, il n'y a aucune. Et là, simplement de compter sur la bonne foi des Israéliens et de Netanyahou et également du Hamas, c'est absurde, c'est absurde. Je comprends pas. Je comprends pas. Normalement, dans une trêve, quand on arrive à une trêve, il y a des garants, il y a des intermédiaires. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce que, alors justement... Normalement, dans l'accord, il y a aussi ce moyen, normalement, de superviser l'accord qui est confié aux Égyptiens. Voilà. Qui donc, il y a les rôles des Égyptiens. Les Égyptiens jouent un rôle. Les Égyptiens connaissent bien la bande de Gaza. Ils ont une frontière. Ils ont été partie prenante dans la négociation. Eux ont tout intérêt à ce que la négociation et que ce cessez-le-feu se maintienne. Alors moi, je partage complètement les réserves de John, évidemment, parce qu'on sait très bien qu'au bout du compte, qui décidera, ce seront les Israéliens, quelle que soit la position des Égyptiens. Ça, il faut être absolument clair là-dessus, ça me paraît évident. Mais c'est vrai que le plus important dans un accord comme celui-ci, c'est le mécanisme de surveillance de l'accord pour savoir effectivement si cet accord est vraiment respecté ou s'il ne l'est pas. Et à ce moment-là, quelles sont les mesures qui sont prises pour exercer des pressions sur celui qui ne respecte pas l'accord. Et c'est vrai que je partage, moi, l'inquiétude de John face à cette situation, bien sûr. Mais c'est évident qu'il peut y avoir... Charlie, allez-y, dites un peu là-dessus. Oui, alors, moi aussi, je partage l'inquiétude, peut-être pas par rapport aux camions, parce qu'on va voir les premiers jours, les humanitaires qui seront là vont dire, on connaît le nombre de camions qui entrent ou pas, mais en revanche, ce qu'on entend déjà maintenant par rapport à la suite, au retrait des troupes israéliennes, là déjà, il y a des remises en question aujourd'hui avec toujours les jeux politiques dont on a parlé tout à l'heure. Et oui, pour la suite, il y a beaucoup d'inquiétudes, pas seulement pour les otages, mais évidemment pour les personnes à bande de Gaza, parce que si tout continue ainsi, eh bien... La situation ne pourrait pas se résoudre et il faudrait bien arriver à un moment donné à une conclusion. Mais là, c'est là que Trump entre, parce que je pense que ce qu'on disait tout à l'heure sur Biden et Trump, Biden a permis de mettre en place l'accord, mais c'est Trump qui le pousse et il faudra qu'il continue à pousser avec son équipe pour qu'il soit vraiment appliqué, qu'il mette toute cette pression et qu'elle continue. Donc il y a ce volontarisme de Trump qui est important à la Rose-Anquet. Alors effectivement, que veut finalement Trump de la région? C'est vraiment le sujet aujourd'hui. Il y a eu ces accords d'Abraham. Est-ce que son souhait, lui, c'est de poursuivre ces accords d'Abraham,
d'Abraham, d'y inclure l'Arabie Saoudite et de faire tout de façon transaction, quoi. Donc on n'est pas du tout dans une reconnaissance de deux États, parce que ça restait la philosophie de Joe Biden ou d'Anthony Blinken. On serait dans autre chose. On serait dans quoi finalement? Non, c'est pas la reconnaissance de deux États n'est pas son problème actuel. De toutes les façons, c'est une solution. Ça doit être la solution qui, de mon point de vue et du point de vue du camp de la paix entre guillemets en Israël, devrait advenir. Ceci étant, c'est pas pour demain. Pour que ça advienne, il faut être deux. Et il y a peut-être un demi du côté israélien. Il y en a, on ne sait pas combien il y en a du côté palestinien. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Par rapport à la surveillance, c'est évidemment pas l'ONU qui peut être à même d'assurer cette surveillance. On a vu le rôle que l'ONU a joué au Liban et on peut difficilement lui faire confiance les yeux. Donc effectivement, il y a le rôle de Trump. L'Égypte est quand même un partenaire important parce qu'Israël a besoin, profite entre guillemets de l'accord de paix avec l'Égypte qui tient malgré tout, qui assure une sécurité. L'Égypte n'a pas non plus envie à ce qu'il y ait des milliers, voire des centaines de milliers de Gazaouis qui essayent de rentrer en Égypte parce que la situation serait invivable. Oui, donc ils ont intérêt à ce que ça fonctionne donc, aussi, les Égyptiens. Aussi intérêt à ce que ça fonctionne. Et Trump ne s'intéresse pas tant au Moyen-Orient. Il veut que la situation se calme là-bas pour pouvoir développer ses relations avec la Chine, du côté du Pacifique, etc. Oui. Le Moyen-Orient est une épine dans le pied et il espère pouvoir la retirer le plus rapidement possible. Il n'a pas une vision particulière sur le Moyen-Orient, un intérêt particulier comme pouvait l'avoir Biden ou Clinton ou d'autres leaders américains qui l'ont précédé. John Rick, votre avis là-dessus, est-ce que Donald Trump a une vision tout de même du Moyen-Orient qui serait très différente de celle de Joe Biden, ou est-ce qu'il veut s'en éloigner le plus possible? Excusez-moi de sourire là, parce que là, l'idée que Trump possède une vision sur quoi que ce soit, c'est une impossibilité. Ce qu'il voudrait bien voir, c'est avoir un peu de paix pendant quelques jours, pendant son investiture. Mais je crois vraiment qu'on est arrivé à un point où l'administration Biden cherche une sortie pour mieux pouvoir blâmer Trump quand ça saute de nouveau, parce que ça va sauter de nouveau. Ah oui, ça va sauter. Mais ça, la vision de Trump, c'est peut-être son beau-fils qui va faire construire des hôtels sur le front de mer de Gaza. Jared Kushner, dont il a déjà parlé. Donc peut-être ça, c'est sa grande vision. Donc c'est business, ou est-ce qu'il va remettre un peu sur la table les accords d'Abraham, parce qu'il avait montré ces accords à l'époque comme une grande victoire? Le rapprochement justement d'États, différents États arabes avec Israël. Mais les accords d'Abraham, c'est du business avant tout. Pour moi, les accords d'Abraham, c'est avant tout du business. Et c'est la raison pour laquelle Trump veut absolument entraîner l'Arabie Saoudite. Je rentre là d'Arabie Saoudite. Et moi, j'ai été frappée dans les discussions avec les Saoudiens qui, là, maintenant, disent clairement, parce qu'il y a une pression de la société saoudienne qui est absolument opposée à une normalisation avec Israël s'il n'y a pas des garanties sûres concernant les Palestiniens. Or, Netanyahou a toujours dit qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Donc, c'est là où on est dans une équation qui est un peu compliquée. C'est que, d'un côté, Trump va exercer des pressions sur l'Arabie Saoudite pour lui donner en échange le fameux traité de défense demandé par Riyad. Et en même temps, MBS, le prince héritier Mohammed Ben Salman, sait très bien que si aujourd'hui il signe un accord de normalisation avec Israël sans des garanties pour les Palestiniens, eh bien sa société, même si c'est un État autoritaire, sa société réagira, parce que moi j'étais frappée des discours de tous les Saoudiens que j'ai rencontrés qui sont vent debout contre la politique d'Israël, contre les bombardements dans la bande de Gaza, et les images qui tournent depuis 15 mois sont absolument ravageuses pour l'image d'Israël, et donc l'incapacité dans laquelle aujourd'hui MBS serait, même s'il aimerait bien lui signer, je suis sûre personnellement, mais il sait qu'il ne peut pas signer ces accords dans le contexte actuel. Donc, et qu'est-ce que va pouvoir négocier Trump avec lui Alors, il va lui dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. De toute façon, c'est des transactions. On est dans un système transactionnel depuis que Trump est aux affaires et relayé par ces
États du Golfe. Et donc, je pense qu'il va y avoir un statu quo pour l'instant où l'Arabie ne pourra pas, à ce stade, en tous les cas, me semble-t-il, aller vers des accords. Ça vous inquiète, vous, justement, pour la situation dans la région, l'arrivée de Trump ? Elle est inquiétante parce qu'effectivement, il est imprévisible et on ne sait pas ce qui peut se produire. La position saoudienne et sa revendication d'une solution pour le problème palestinien est une revendication ancienne qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été le discours. C'est la raison pour laquelle il est important effectivement qu'on arrive à un accord et que plus tôt Netanyahou disparaîtra du pouvoir, plus vite mieux ça sera, parce qu'effectivement... Vous y croyez, ça, qu'il peut disparaître du pouvoir, Benyamin Netanyahou ? De toute façon, il y a un moment ou un autre où il se retirera. La question, c'est quel va être son héritage et qu'il ne pourrit pas davantage la société israélienne qu'il ne l'a fait jusqu'à maintenant pour qu'une solution politique puisse émerger. La position de l'Arabie saoudite montre qu'il y a des possibilités régionales, pour autant que le problème palestinien soit résolu, qu'il y a des possibilités de développement régionaux qui permettraient des alliances et des coopérations entre Israël et les États arabes. Et une solution au problème palestinien, c'est bien entendu une nécessité et un intérêt des Palestiniens, mais c'est aussi une nécessité et un intérêt pour les Israéliens eux-mêmes. Donc on peut espérer que... Alors c'est pas pour demain. C'est pas pour demain, vous dites. C'est minoritaire ce que vous pensez aujourd'hui en Israël ou pas ? C'est minoritaire, mais ça existe, ça tient depuis longtemps. Le fait que malgré ce qui s'est passé le 7 octobre, cette voie-là existe encore, c'est déjà absolument étonnant. Effectivement, les Saoudiens sont désespérés et scandalisés par les bombardements d'Israël à Gaza. Ils l'ont moins été quand il s'agit des bombardements de l'Arabie saoudite au Yémen, comme quoi chacun voit les victimes... qui l'intéresse, mais c'est le monde tel qu'il est. Shirley, un mot de conclusion. Quelques notes peut-être pas parler de problème palestinien, mais problème des Palestiniens, parce que eux aussi, mais je sais que vous n'avez pas fait exprès, mais aussi peut-être penser que oui, c'est impopulaire peut-être, mais en Égypte, l'Égypte a signé avec Israël un accord de paix qui n'était pas forcément populaire, qui était très décrié et qui pourtant une alliance très solide. Et puis Netanyahou, il a dit une chose et son contraire à travers les temps. Le matin, il parle avec un allié possible d'un parti arabe il y a quelques années. L'après-midi, quand il n'a pas fait affaire avec lui, il le traite de terroriste. Donc il change beaucoup. C'est vrai qu'il a dit à de nombreuses reprises qu'il était hostile. Oui, et maintenant il est tenu dans une coalition où l'extrême droite... Absolument. Moi, ce que je crains dans cet accord, c'est que la contrepartie de cet accord, ce soit l'annexion pure et simple de la Cisjordanie par Israël, poussée en cela par cette alliance avec l'extrême droite. Et dans ce cadre-là, je ne vois pas quelle concession pourrait être faite pour permettre la reconnaissance d'un État palestinien. Donc c'est là où moi je suis évidemment assez inquiète sur l'avenir, quel que soit le sort de cet accord. Merci Agnès Levallois, Alain Rosanquet, merci Shirley Sidbon, merci à vous John-Rick MacArthur en direct de New York, également merci à Claire Duhamel qui était présente au début de l'émission, merci à vous tous de nous avoir suivis et vous la retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux et également en podcast.